notre centre. On est 26h21 à notre centre. Et puis après, je peux arrêter pour faire une pause et puis regarder la télé, un petit peu, relaxer. Le hic, ça c'est le grand bémol en fait des prises en charge, c'est que j'aurais dû pouvoir accéder à une base de données qui m'aurait permis de voir véritablement tous les éléments des dossiers, et notamment à quelle date ces dossiers ont été envoyés. C'est des éléments, des informations pratiques indispensables pour pouvoir intervenir donc sur le suivi des dossiers. Sauf qu'en fait, dans la réalité, ces éléments, je devais pouvoir en avoir accès de manière numérique. Il s'avère que bon, j'ai eu l'information que comme je n'étais pas salarié de l'entreprise, ce n'était pas possible. Et donc, ensuite, donc, ces éléments d'information, je n'ai pas pu les avoir de manière numérique. Puis il m'avait été transmis pour information que j'aurais pu y accéder sur papier. Et finalement, ces éléments d'information ne sont pas dans le... En tout cas, quand j'ai regardé, ça n'apparaissait pas dans les dossiers. Ça, c'est embêtant. C'est très embêtant. C'est le bémol, ça, pour le suivi, pour l'envoi des dossiers. Si j'avais accès à l'application, je pourrais voir quand est-ce que les dossiers ont été envoyés pour pouvoir relancer, justement, et être beaucoup plus efficace sur ce domaine-là particulièrement. Même si je constate qu'en fait, les assistantes sociales ont un rôle important sur les admissions en fait, dans ces structures. Et qu'il est véritablement pertinent que ce soit l'assistante sociale qui envoie le dossier, notamment qui accompagne une évaluation sociale.
je vais d'abord prioriser la liste qui m'a été remise pour répondre à la commande, euh, à la demande du client, de la fondation. En l'occurrence, là, c'est du PCP. Et puis, après, je regarderai les autres structures. J'avais créé des fiches comme ça. Et me permettait justement de pouvoir regarder, avoir un descriptif des différents types de structures. Comme les autres postes d'assistante de service social, on a écho via la MDPH, puisque la MDPH est le pivot en matière de handicap. Donc des différentes possibilités d'accueil, mais rapidement, on n'entre pas dans le détail comme ça des accueils et des spécificités. La grosse problématique finalement c'est le nombre de possibilités d'accueil dans le cadre d'un externat. Il y en a très très peu. Les accueils sont principalement en internat. Or, pour des personnes notamment dont le niveau d'autisme est très élevé, très sévère, le foyer, le cercle familial est indispensable au maintien de l'équilibre psychologique. Et donc c'est assez problématique qu'ils soient coupés du lien avec leur famille et de leur environnement globalement, parce que leur environnement, ça peut être leur logement, leur foyer, leur chambre, qui leur apporte un bien-être, puisque c'est leur confort habituel. Et donc que les internats soient priorisés pour les accueils et parfois sur des enfants. Donc c'est très difficile pour des parents qu'on entende qu'on leur propose un internat pour des tout petits bouts, des enfants.
c'est aux parents de s'en occuper. Ils doivent partir le matin et revenir le soir. Et là, voilà. Et donc, c'est une problématique, c'est l'accueil, les possibilités d'accueil en externat qui doivent être absolument augmentées, ce qui en plus réduirait les coûts pour l'institution puisqu'il n'y aurait pas cette continuité de service de soir et de nuit à assurer pour la sécurité, bien sûr, des personnes qui sont en internat. Donc bon, c'est particulier. C'est particulier. Il faut qu'ils reviennent à leur domicile. C'est là où ils trouvent leur bien-être et leur confort. Et leur priver de cette possibilité et ensemble. Et c'est aussi difficile pour des parents d'entendre limite, vous ne souhaitez pas qu'on accueille votre enfant en internat, on ne l'accueillera pas tout simplement. C'est un peu ça, on n'accueillera pas parce qu'on n'a pas de place. On n'a pas de place en externat, donc c'est soit l'internat, soit rien. Bon, c'est très très problématique. On peut comprendre que les parents aient de l'inquiétude, même majeurs ou même adolescents, de voir leur enfant partir étant en situation de handicap, partir du foyer dans un environnement et les retrouver que une semaine ou plus tard, quoi. Là, je parle des grands handicaps sévères. Dans toutes ces situations, il y a une situation qui, pour moi, sort un peu du commun. Et donc, bon. Et donc, voilà. Donc, c'est accompagner les familles, mais toujours faire avec la volonté des familles. Quelles sont leurs demandes en tant que professionnel social? Ce n'est pas à nous de se positionner sur le souhait de la famille. Mais ce n'est pas à nous d'orienter les choix parce qu'en fait, ils n'ont pas toutes les informations. Et donc, comme ils n'ont pas toutes les informations, ils prennent les informations qu'on leur donne. Or, si les informations qu'on leur donne sont le choix orienté de personnes, c'est embêtant. C'est embêtant. Parce que en plus de ça, je pense qu'il peut avoir des erreurs de diagnostic. Et d'autant plus sur des tout petits, des tout petits bouts, des enfants, même adolescents, il peut y avoir des erreurs. Et donc, s'il est possible de permettre l'idée, c'est de les permettre de rester dans la société, favoriser l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Donc c'est leur donner les moyens de vivre en société et de faire partir de notre contrat social, de les inclure dans notre contrat social et qu'ils ne soient pas les oubliés de notre système sociétal. Et concrètement, dans la réalité, c'est tout à fait le cas. Ils sont non seulement oubliés, mais en plus, quelque part, on leur impose l'idée qu'ils n'ont besoin de rien. Pourquoi ils auraient besoin de ça? De toute façon, ils sont handicapés. Et tout est limité à leur handicap. Donc, du fait de leur handicap, ils n'auraient pas envie d'avoir, par exemple, des rapports sexuels, par exemple. Du fait de leur handicap, ce qui fait qu'en fait, dans la prise en charge même par les professionnels, ils n'anticipent pas des éléments qu'ils anticiperaient sur des adolescents ou des jeunes majeurs qui ne sont pas en situation de handicap. Donc ils ne mettent pas en place toutes les mesures de sécurité et de prévention que l'on prône sur des jeunes adolescents ou jeunes majeurs lambda, parce que de toute façon ils sont en situation de handicap et que le plaisir sexuel pour eux, comment ça pourrait passer comme particulièrement étonnant, quoi. Et donc, bon, c'est toute la société qui doit revoir sa pensée sur cette question-là.
de la sexualité, notamment des personnes en situation de handicap. Ces jeunes en situation de handicap, lorsqu'ils sont adolescents ou jeunes adultes, ont besoin aussi d'avoir une éducation sexuelle. Et ils ont besoin, comme les jeunes lambda, il y a des cours qui sont prévus au niveau du collège, notamment sur le développement du corps et de la sexualité. Ça doit être aussi pensé logiquement pour des jeunes en situation de handicap. Voilà, handicap ne veut pas dire fin de vie. Et même fin de vie, il n'y a de fin à la vie que lorsque l'on décide qu'elle s'arrête. Il y a toujours possibilité, avec de l'espoir et du courage, de pouvoir arriver à aider les personnes et à ce que chaque jour gagné soit un jour gagné sur la vie. Et donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison sur la question des personnes en situation de handicap de les arrêter juste à cet handicap qui fait qu'ils ne pourraient pas envisager peut-être de trouver l'amour ou faire une vie avec comme des personnes lambda ou même d'être seuls à leur domicile et elles et bon, ou d'avoir des enfants ou voilà, l'esprit finalement les gens n'ont pas forcément l'esprit ouvert sur les possibilités et des personnes en situation de handicap. C'est très arrêté et la société fait en sorte qu'eux-mêmes soient un peu frustrés. Heureusement qu'il y a des parents bien courageux qui voilà, luttent justement pour permettre à la défense des droits de leurs enfants et le respect des droits de leurs enfants. Je regarderai, je sélectionnerai des établissements. La logique voudrait, et je ne saisis pas pourquoi, depuis des X années, l'application trajectoire devait être programmée pour permettre les orientations également vers les structures directement sur le dispositif trajectoire. Et ce qui existe actuellement aujourd'hui sur les orientations pour les personnes âgées en établissement. Et c'est dommage parce que ça permettrait de traiter les dossiers beaucoup plus vite que d'avoir cette application en place pour permettre justement d'orienter les personnes en situation de handicap. En tout cas, d'envoyer les dossiers, après d'attendre et puis d'avoir les réponses directement sur une application. Bon, là, on est encore sur le papier. Bon, les demandes c'est surtout au niveau de l'envoi, parce qu'au niveau du traitement et de l'analyse de dossier, ça reste le même.
finisse de faire des copies des documents. Ça, c'est ma petite pochette de travail, en tout cas dans le cas du PCPE, où je conserve les dossiers, les fiches, puisque parfois ça m'arrive de rédiger directement sur cahier. C'est rare. Vraiment, lors des entretiens, le premier entretien, je prends des notes complètes, parce que le premier entretien, c'est là où je fais véritablement le recueil des informations et des demandes. Et après, les autres entretiens, c'est souvent des entretiens pour pouvoir poursuivre les interventions, donc constituer les dossiers. Et dans ce cas-là, c'est vrai que généralement, je prends très peu de notes. J'essaye par contre de remplir la fiche d'entretien et d'intervention. J'essaye de trouver le temps. Là, cette semaine, je vais devoir me caler du temps pour pouvoir remplir les différentes fiches d'intervention, parce que je vais avoir un entretien en début de semaine, simplement un entretien pour transmettre ce qui a été fait dans les dossiers aux collègues, voilà, coordinatrices. Donc voilà cette pochette. Puis demain, je poursuivrai. Il me faut encore un autre établissement. Sur la liste qui m'a été donnée, j'en ai pris 2. Je vais voir si, par rapport aux éléments d'information, parce que bon, après, on peut avoir des informations